L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Afrique-Russie, un sommet entre enjeux et paradoxes, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Merci de votre aimable invitation. Alors, docteur Bakary Samb, la deuxième édition du sommet Afrique-Russie s'ouvre ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg et elle est principalement dédiée au renforcement des partenariats avec le continent. Vous évoquez, je vous cite, un grand mess d'affichage symbolique aussi bien pour Moscou que pour ses partenaires africains. Cette remarque de votre part est-elle alors liée au contexte géopolitique actuel? Oui, il est clair que ce sommet sera pour Moscou une belle opportunité de s'afficher en tant que puissance fréquentable. Après l'invasion de l'Ukraine, le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine et la rébellion inachevée de Wagner. En fait, ce sommet réinscrit quelque part la Russie dans une sorte de normalité au plan international. N'oublions pas aussi que Moscou pourrait en profiter sur un plan communicationnel pour faire le lien, même factice, entre sanctions internationales et limitation de l'exportation des céréales et d'engrais russes, voire ukrainiens, vers l'Afrique, pour mieux en fait culpabiliser ses adversaires de l'OTAN, qui eux, ces adversaires de l'OTAN, mettent le curseur sur le bombardement par la Russie du port ukrainien d'Odessa, qui aura des conséquences incalculables sur l'exportation des céréales, notamment vers l'Afrique. Mais enfin, je pense que ce sommet est aussi celui où la Russie va chercher à démontrer la centralité de l'Afrique dans sa politique étrangère. Et les Africains voient en la Russie une alternative à la relation de domination avec l'Occident. Et il est vrai que l'opinion publique africaine apparaît aujourd'hui comme très favorable à l'engagement russe et peu critique vis-à-vis de Moscou dans le conflit avec l'Ukraine et l'OTAN. Rappelons que, à titre d'exemple, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a effectué pas moins de 8 visites en Afrique depuis l'invasion de l'Ukraine en mars 2022. Très bien. Vous releviez récemment ce que vous appeliez le paradoxe de la russophilie montante, appelant que malgré la diminution de ses liens économiques avec le continent, l'influence de la Russie en Afrique s'est accrue ces dernières années, surtout depuis le premier sommet de Sochi. Qu'est-ce qui exprimerait alors, selon vous, un tel engouement? Oui, je crois que malgré la surcommunication, les relations économiques russo-africaines sont quand même très modestes. Mais on dirait que le continent, sur un plan diplomatique, offre à la Russie une scène mondiale à partir de laquelle Moscou peut se targuer d'une certaine importance géostratégique. Mais il est une réalité hein, que l'Afrique compte plus pour la Russie que la Russie pour l'Afrique. Il ne faut pas oublier que déjà en 2019, à Sochi, les dirigeants africains espéraient que la Russie devint une nouvelle niche d'investissement et d'échanges commerciaux. Poutine avait même promis de doubler le volume du commerce avec l'Afrique en 5 ans pour le ramener à 40 milliards de dollars. Pourtant, aujourd'hui, on est tout au moins à 14 milliards de dollars avec un certain déséquilibre. La Russie exportant 7 fois plus qu'elle n'importe d'Afrique. Et certaines sources avancent aussi que 70% de ce commerce est concentré dans 4 pays seulement, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud, alors que les investissements russes représentent 1% des investissements directs étrangers vers le continent. Et je crois qu'il va être difficile d'envisager une embellie actuellement en termes de valeur si l'on sait que le PIB russe a baissé de 2300 milliards en 2013 à 1800 milliards de dollars en 2021, presque comparable, si on ose dire, à celui du Mexique. On sait que les problèmes sécuritaires demeurant sur le continent et notamment au Sahel où s'exerce cette influence russe, surtout auprès d'une certaine élite montante en quête d'alternatives. Alors au-delà des perceptions et selon votre appréciation, la présence russe a-t-elle pu avoir un certain impact dans l'évolution de la situation, notamment en termes de stabilité dans la région?
Oui, c'est vrai que les adversaires de la Russie, qui sont assez critiques, considèrent que son action en Afrique est souvent déstabilisante pour certains pays. 6 des 12 pays où intervient la Russie sont effectivement en conflit, alors que par son veto, la Russie arrive à influer sur les opérations de l'ONU au moment où l'instabilité gagne du terrain. De l'autre côté, je crois que les défenseurs des droits humains aussi notent une recrudescence des atrocités commises par les supplétifs russes et un affaiblissement général des systèmes démocratiques sur le continent, d'après certaines publications comme celle du Freedom House. Je crois qu'il est vrai aussi que partout où intervient Wagner, la sécurité s'est largement détériorée et les armées nationales se gênent moins à commettre des atrocités contre les communautés locales. Tout ceci, je pense, nous ramène au constat général selon lequel qu'il s'agisse du recours à la coopération sécuritaire avec les pays occidentaux ou la privatisation de la sécurité avec des supplétifs comme ceux de Wagner, l'Afrique ne pourra jamais mieux compter que sur elle-même, avec une mutualisation des capacités africaines comme premier pas vers ce que j'appelle souvent l'africanisation des solutions. Et en définitive, ce n'est jamais en remplaçant une domination par une autre que l'on arrivera à s'affranchir des dépendances tant dénoncées par nos sociétés civiles et par les nouvelles générations. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.